Alors bonjour Abnou Chalmani, Bonjour. ravi de pouvoir en fait vous rencontrer et merci déjà d'avance pour le fait d'avoir accepté cette interview. Merci à vous. Alors nous sommes ensemble pour parler un petit peu de votre livre Les exilés ont aussi besoin d'amour. Meurt aussi Meurt d'amour. aussi d'amour, et oui, en fait je me dis en fait ils en ont besoin, donc voilà. Et ils en meurent aussi comme tout le monde. Oui, oui, ils en meurent aussi. Enfin, Voilà. Et alors, dans ce livre, on a, je dirais, déjà une image, euh, heureusement, toute inversée du côté exil, migrant, tout ça, qui est toujours dans l'angélisme et dans l'apitoiement et voilà, le dédoiement de tout. Voilà. Et est-ce que vous avez sciemment voulu parler de cette famille en montrant tous ses défauts pour aller à contre-courant de justement notre époque où tout migrant, tout exilé est forcément parfait, forcément une victime, forcément... ou est-ce que c'est juste que ça rentrait dans peut-être un contexte historique, personnel non, je pense que tout, d'abord parce que l'exil, c'est un, d'un point de vue romanesque, c'est quand même très intéressant, d'un point de vue narratif aussi, et aussi parce que moi j'ai toujours vu l'exil comme étant une aventure, une épopée, et effectivement, l'un des problèmes de l'exil réel, c'est que l'exilé est réduit à son exil. Vous voyez, c'est comme quand vous avez divorcé et que vous annoncez votre divorce à des gens penchent la tête de côté d'un air désolé comme des coquins en disant oh, je suis désolé, bah, c'est exactement la même chose quand on est exilé, qu'on dit qu'on est exilé. Et du coup, ça fait abstraction de la vraie vie des exilés. L'exilé n'est plus d'autre qu'exilé. Et pourtant, un exilé, malgré l'exil, continue d'aimer, d'avoir des opinions politiques, bonnes ou mauvaises, ou continue à être un salaud comme un autre. Et je trouvais ça important, justement, de sortir de la sanctification de l'exilé pour l'humaniser. Parce que sanctifier l'exilé, quelque part, c'est le déshumaniser et l'éloigner encore plus de nous. Ça, c'était déjà quelque chose de très volontaire. Ensuite, je trouvais ça important de sortir l'exilé des affres du sans-papier, du côté administratif, quotidien, la difficulté d'être exilé. Oui, c'est difficile d'être exilé, mais c'est aussi difficile d'avoir une famille dysfonctionnelle et vous n'avez pas besoin d'être exilé pour avoir une famille dysfonctionnelle. Donc je voulais absolument autant parler de l'exil, mais aussi de parler de famille, d'histoire de famille étouffante, de famille difficile et aussi d'amour. Et justement pour donner un livret dramatique quelque part aux exilés et les sortir et de la sanctification j'allais dire du réalisme administratif et bureaucratique que je finis par trouver très ennuyeux. Et une vie d'exilé, c'est une vie comme une autre avec quelque chose en plus ou en moins, selon le point de vue où on se place. Donc, alors c'est ça, mais est-ce que, alors justement, comme vous aimez aussi, euh, ben, vous attaquez au politiquement correct en tout niveau, est-ce que c'est aussi un peu comme vous le faites avec cette bonne française qui pense manger du couscous à mouches iranien très exotique, est-ce que et qui va faire des chèques de toute façon aussi et tout, est-ce que c'est pas aussi de montrer à tout ce boboïsme gauchiste, surtout que là on a affaire à des communistes qui sont pas des anges non plus et pas des sauveurs du monde. Est-ce que du coup c'est pas aussi voulu de s'attaquer un peu à ces bobos gauchos occidentaux Alors non, je fais pas. Je pense que la littérature est justement merveilleuse parce que ce n'est pas le lieu du militantisme. C'est que je me suis pas dit j'allais détruire le politiquement correct. Par contre, je pense que l'une des fonctions du roman, c'est effectivement de faire la nique au bon sentiment. Je trouve que le roman, historiquement et même c'est-à-dire pour notre sauvegarde à tous, doit être justement un lieu de catharsis. C'est un lieu où il n'y a pas d'interdit, où tout est interrogeable et où le moteur du roman est censé être le doute. C'est que je suis pas là pour distribuer les bons points, voilà les méchants, voilà les gentils. J'essaye de raconter une histoire aussi jolie que possible, ou en tout cas assez palpitante, sans... disons que, en gros, ce que vous pouvez percevoir, et je comprends comme une attaque contre le politiquement correct, est davantage un refus de s'auto-censurer. C'est-à-dire, si je décide de raconter l'histoire d'un grand-père violeur et opiomane, je ne vais pas prendre des pinces, je vais la raconter telle qu'elle, de manière à ce que ça soit romanesque et que ça s'inscrive dans mon récit.
Et comme ça se passe dans les années 80, effectivement, à l'époque, il n'y avait pas encore de bobos. On les appelait pas encore comme ça. Voilà. Mais c'est vrai que c'est amusant. Des gens me disent que j'ai la dent dure avec l'Iran. D'autres me disent que j'ai la dent dure avec la France. Et donc, au fait, j'ai la dent dure avec personne. Mais il se trouve que dans cette configuration-là, dans les années 80, une fille de 17 ans qui est réfugiée politique, c'est hyper sexy pour un trotskiste qui commence à militer. Et encore aujourd'hui, c'est vrai que ça fait un peu un peu authentique. Donc c'est plus de rebondir et de rire de configurations qui ont toujours existé et où on a tous besoin d'être flattés. Oui, c'est une message de lien. C'est moi qui suis trotskiste, c'est normal que je sois amoureux d'une réfugiée politique. Et c'est plus ça. Mais je trouve effectivement qu'à chaque fois qu'on essaye de faire rentrer du militantisme dans la littérature, ça donne des mauvais livres. C'est que je préfère toujours me dire, le fait de refuser de censurer et de tenir absolument à ce que le roman soit le plus haut lieu de liberté, c'est suffisant comme moteur. Donc après, si on le voit comme une critique acerbe des rapports entre les exilés et les autres, oui, pourquoi pas. Après, comme on dit, moi je ne fais qu'écrire un roman, c'est mes lecteurs qui me disent ce qu'ils y ont vu et ce qui les a accrochés. En tout cas, le but est qu'un lecteur est censé sortir d'un roman, d'un bon roman, enfin, donc c'est la fonction du roman, avec quelque chose en plus ou en moins, mais certainement pas en ayant été flatté. Et justement, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a de plus en plus de mauvais romans. On est sur une époque de beaucoup d'autocensure. Oui, mais c'est vrai qu'on ne sait pas, à l'époque aussi, enfin au 19e siècle, il y avait aussi des très mauvais romans, mais on les a oubliés. Oui. C'est l'histoire qui règle ses comptes à la mauvaise littérature. Donc ce qui nous vient jusqu'à nous des siècles précédents, c'est forcément le haut du panier, allez se dire. Et d'ailleurs, il y a des livres qui ne survivent pas et qui sont très très beaux. Donc tout dépend. Mais non, l'histoire se charge, l'histoire est le meilleur juge pour la littérature, il se charge de nous débarrasser des mauvais livres. Alors, vous avez d'abord commencé, non pas par un roman, mais par raconter un vécu, voilà, un récit et un pamphlet. Voilà, un pamphlet, oui. Moi, je le classe plus dans les pamphlets que dans... je l'ai plus vu ainsi. Et alors, pour la petite... est-ce que vous aviez déjà... prévu, c'était l'ordre votre roman est arrivé après, est-ce que vous aviez prévu déjà de sortir d'abord une sorte de récit de vous-même pour qu'on s'habitue à vous, qu'on apprenne à vous connaître, un pamphlet avant de lancer ce roman dans lequel on se dit mais c'est Amnous quand même. Non, enfin c'est amusant parce qu'à chaque fois qu'on essaie de faire des plans sur la vie se charge de nous faire le contraire. Non, à la base, j'ai toujours voulu écrire des romans. Je ne pensais pas du tout écrire un pamphlet, ou en tout cas pas dans l'immédiat, mais c'est encore pareil, c'est l'histoire qui est venue frapper à ma porte. Et on était en 2013, les printemps arabes commençaient à partir à Valo, et ça faisait depuis 2009 la révolution verte en Iran non achevée, et tous les printemps arabes. Donc arrivé au printemps 2013, j'étais très malheureuse par rapport à ce qui se passait, par rapport au fait que la libération n'était pas allée jusqu'au bout. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert la photo de Alia El-Mahdi, une égyptienne qui depuis a quitté, enfin qui était même virée d'Égypte, qui avait posté une photo d'elle nue en noir et blanc avec juste, je me souviens bien, les chaussures et un nœud dans les cheveux étaient rouges, le reste en noir et blanc, était entièrement nue. Elle l'avait accompagnée d'un court texte pour dire que son corps n'était pas une honte, que le corps de la femme n'était pas le lieu de la honte ou le lieu de l'honneur de qui que ce soit. Et en voyant cette photo et dans l'ambiance où c'était, et j'avais un oncle, effectivement, auquel je tenais beaucoup, qui était à l'hôpital, qui était malade. Et au moment où je suis allée le voir à l'hôpital, à un moment, il m'avait attrapé le bras et il m'avait dit « Il nous a tout pris ». Et j'ai tout de suite, il y avait mon petit frère aussi dans la salle, mais quand il a dit « Il nous a tout pris », autant mon frère n'a pas tout de suite capté, autant moi j'ai compris qu'il parlait de Khomeini. Donc tout ça, c'est un peu mélangé. Et effectivement, je pense que c'était un réflexe de survie. J'ai commencé à écrire Khomeini Sall et moi sans savoir, en vérité, ce que j'allais en faire. Mais en tout cas, il y avait un besoin de me souvenir qu'effectivement, à 6 ans, quand on m'avait forcé à porter le voile, ma réaction avait été de courir nue dans la cour de l'école. Et plus de 30 ans plus tard, Alia El-Mahdi faisait la même chose. Et tout d'un coup, ça m'a traversé l'esprit en disant, mais est-ce qu'on a une autre réponse que ce merveilleux cul des femmes à opposer à tous les obscurantismes, puisque visiblement, tous les obscurantistes ont un point commun, c'est de recouvrir et de cacher le corps des femmes. Donc tout ça s'est mélangé. Effectivement, en 3 mois, j'ai écrit ce texte qui est vraiment sorti de manière très spontanée. Je l'ai recorrigé après pendant 3-4 mois. Et voilà, je l'ai envoyé à des maisons d'édition.
Et après, effectivement, je suis revenue à ce qui était prévu, si tant est qu'on puisse prévoir quoi que ce soit dans le cours d'une vie. Et là, j'ai attaqué les exilés, mais aussi le monde. Alors justement, vous dites, hein, vous êtes attaqué au militantisme. Là, dans Les exilés, mais aussi d'amour, vous donnez une excellente définition des idéalistes. Oui, Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Oui, c'est vrai, parce que j'ai toujours pensé que, ou en tout cas ça se confirme avec l'âge et avec les réflexions que je peux avoir, étant tombée dans la politique et en étant petite, même si je veux pas, c'est là, ça me poursuit, et c'est vrai que c'est très important de réfléchir le monde, mais c'est vrai que je pense que l'humanisme s'arrête là où commence l'idéologie. C'est tant que l'humanisme est censé être pour. Le problème dans l'idéologie, c'est que l'idéologie est toujours contre. C'est que c'est forcément une pensée qui a besoin d'un ennemi pour s'épanouir. Et le problème, là je les ai appelés des idéalistes, j'aurais pu les appeler autrement, mais je trouve ça marrant pour la gosse, quelque chose, un mot qui a une force positive, qui est l'idéal, soit vu tellement négativement. Mais pour une seule raison, c'est, je pense que le problème des idéalistes, globalement, hein, ou pour dire, on peut les appeler des militants, mais enfin vraiment, c'est le fait qu'ils pensent profondément qu'ils peuvent changer l'homme. Moi je pense, et comme mon héroïne là-dessus, alors il y a plein de choses où mon héroïne m'échappe et où je ne partage pas ses opinions, ses idées, mais là-dessus effectivement j'ai tendance à la suivre. C'est, comment dire, c'est, vous voulez changer l'homme, et je pense que l'homme, on ne peut pas le changer. Je veux dire, on tombe finalement et inévitablement, on finit par trébucher sur un génocide quand l'idée première d'une idéologie, c'est de voir changer l'homme. On ne change pas l'homme. Par contre, on peut protéger l'homme qui a besoin d'être protégé. C'est davantage ça. Alors on peut appeler ça de la réforme tiédasse, mais moi je pense qu'on ne peut pas empêcher les hommes d'être traîtres, d'être assassins, d'être déloyaux, mais par contre on peut essayer de protéger ceux qui sont victimes de la malveillance. C'est à ça que sert l'état de droit. Et j'ai toujours du mal, quand je parle avec des militants acharnés ou avec des idéalistes, c'est cette certitude qu'ils ont la clé pour changer l'homme. Et moi je reste persuadée que l'homme ne se change pas, il s'améliore mais il ne se change pas. Donc c'est là où je bute toujours sur les militants et les idéalistes, parce qu'ils dégagent terriblement une odeur de charnier. Et vous tombez peut-être de plus en plus alors sur ce problème-là, parce que nous sommes dans une époque en fait où les années passent et plus les humains se disent évoluer, plus en fait ils rétrogradent dans je t'interdis de faire ceci, plus je t'interdis de faire cela. Rétrograde, vous savez, je pense qu'il y a un effet balancier. C'est toutes les époques, vous voyez, des époques qui vont ressentir le besoin de s'exprimer en rejetant la tradition. C'est mai 68, c'est eux qui disent merde aux parents. Effectivement, après, on a eu une période de grande liberté, et aujourd'hui, une forme assez étrange, parce que quelque part on n'a jamais été entre guillemets autant en sécurité. C'est bien sûr qu'il y a des attentats, mais je dirais, il suffit de regarder la durée de vie des gens, et il suffit de regarder par rapport même à nos grands-parents, nos vies sont clairement meilleures. Nous avons un accès à la culture, au savoir qui s'accentue avec le numérique aussi, que nos grands-parents ne pouvaient même pas espérer. Le monde est à notre portée de main, le voyage nous permet d'aller vers l'autre, et paradoxalement on n'a jamais été aussi fermé. Alors on peut utiliser le balancier historique, la psychologie, la crainte du lendemain, le fait qu'on soit là au début d'une troisième révolution industrielle qui sera numérique, on ne sait absolument pas quels métiers vont survivre, sous quelle forme. Tout ça est très angoissant. Et dans ces moments historiques, souvent les gens ont tendance à se refermer, et là les interdits deviennent rassurants. Moi ça me fait totalement paniquer, hein, je ne vais pas vous dire le contraire. C'est là, quand j'ai vu qu'il y avait potentiellement qu'il fallait peut-être arrêter de lire Charles Dickens parce que c'est un salaud, je suis outrée. Oui, Charles Dickens était un type effroyable. Ce type a abandonné sa femme qui lui a fait 8 ou 14 enfants, je ne me souviens plus, mais vraiment il l'a mis à la porte pour s'installer avec une femme qui avait 40 ans de moins. C'était un type avare, désagréable, pas sympathique, et ça tout le monde nous dit, et pourtant, mais il est terrifiant d'imaginer qu'on pourrait ne plus lire Dickens. C'est merveilleux, Dickens, c'est l'une des littératures les plus humanistes. Donc voilà, ce genre de choses me fait craindre le pire. Ou quand on m'apprend qu'aux États-Unis, il y a des sensitive readers. Donc quand vous écrivez un livre dans lequel vous avez un personnage soit homosexuel, soit gros, soit étranger, soit croyant, il faut un lecteur croyant, handicapé, homosexuel, pour dire est-ce que ce que vous dites n'est pas insultant. Mais justement, le roman est censé être pas forcément le lieu de l'insulte, mais aussi le lieu de l'insulte. Qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui de la conjuration des imbéciles, qui est peut-être l'un des plus beaux romans qui existent au monde? On l'interdirait parce que le personnage est gros et qu'il y a une ironie sur lui.
c'est un livre absolument merveilleux, quoi. Donc, on va quoi l'interdire parce qu'une personne, sa sensibilité, vit mal ce héros. C'est injuste pour tous les autres qui se marrent ou qui trouvent ça amusant. Donc oui, je suis d'accord avec vous, il y a un problème, non pas de censure, mais je pense que c'est la peur qui fait les gens se refermer et qui restent persuadés que les interdits vont leur donner la possibilité de survivre ou de se défendre. Alors que les interdits, c'est juste les clous sur notre cercueil. C'est ça la vérité, je pense. Vous ne pensez pas quand même que quelque part on est avec une humanité moribonde, parce que justement, et puis en plus ces censures-là, on est avec l'avancement du communautarisme, soi-disant comme principe d'égalité, alors que c'est totalement antinomique, dans l'idée de voir que maintenant, bon, Victor Hugo, faut plus le lire non plus, parce que finalement il était pro-colonialiste, et voilà, ou d'autres auteurs... C'est triste, mais du coup, bientôt, il ne faudra plus lire les livres où il y a des scènes de boucherie parce que les véganes ont pris c'est pas possible, on peut pas tomber là-dedans. Non, ça serait trop triste et ça serait désolant, mais je... Oui, ça serait très triste, mais je sais pas à quoi c'est dû. Je suis... À part le sentiment d'insécurité qui provoque un refermement, je sais pas si... Je pense pas que ce soit volontaire, je pense qu'effectivement... les gens, quand ils ont peur, ils se regroupent en famille, en communauté. Moi, je trouve ça triste. Moi, j'ai l'avantage des exilés qui l'acceptent totalement. C'est que justement, cela me débarrasse de toute forme de frontière. Je flotte. Je veux dire, je ne suis plus iranienne aux yeux des Iraniens. Je ne serai jamais totalement française aux yeux des Français. Et ce qui pourrait sembler être une douleur, j'ai réussi à le transformer en une espèce de joie merveilleuse. C'est que je n'ai pas de frontières, je n'ai pas de racines, je flotte. Donc, quelque part, ça me donne, moi, une richesse. Peut-être pas plus heureuse que d'autres, mais en tout cas je suis plus riche de savoir et de métissage. Donc est-ce que c'est important? C'est de peut-être mettre en avant, en tout cas autant que faire se peut. Moi j'essaye, je le dis, et tant qu'on me laisse dire ce genre de phrase, c'est qu'on n'est pas totalement perdu. Mais dans l'histoire, il y a toujours eu ces moments extrêmement... et on a réussi à en sortir. Alors ce qui est triste, c'est de se dire, après tous les progrès qui ont été faits, on est en train de retomber dans le malheur de l'interdit. Mais je sais pas, quelque chose en moi de férocement optimiste se dit que c'est peut-être un mauvais moment à passer, comme il y en a eu d'autres dans l'histoire, et que ça va se rééquilibrer, et qu'à un moment on va comprendre que oui, c'est très bien d'aimer les gens qui sont nés au même endroit que vous, qui ont la même religion, mais c'est tellement plus riche, et c'est tellement plus intéressant d'aller frapper chez le voisin qui n'est pas né au même endroit et qui ne partage pas la même culture, parce que c'est toujours l'occasion de découvrir une bonne bouffe différente, c'est toujours l'occasion d'entendre une autre langue différente, et c'est toujours un accès à un savoir qui nous échappe et qui là est là sous forme humaine, et c'est merveilleux. Donc je me dis, il y aura toujours, tant qu'il y aura une poignée d'hommes qui sera assez curieux pour aller frapper à la porte du voisin, eh ben on ne sera pas totalement foutu. Donc il faut des chérines. Oui, il faut plein de chérines. Voilà, qui en fait, et sa maman, du coup, qui, voilà, c'est parce que quand il y a des juifs, eux se ferment pas. Non, mais c'est ça, oui, bien sûr. D'autant que c'est des juifs iraniens. Oui, mais qui seraient même polonais ou algériens ou tunisiens, qu'importe. Mais effectivement, là, je trouve que pour combattre le racisme et la xénophobie, il n'y a rien de mieux que j'allais dire la description par l'absurde. Après moi c'est toujours le choix que j'ai fait, c'est que face à des horreurs, il faut déconstruire par l'absurde. C'est vrai que ce que j'ai essayé d'écrire cette famille antisémite, je trouvais ça follement amusant effectivement décrire la folie obsessionnelle que peut être l'antisémitisme, parce que c'est à ça que ça ressemble. Il n'y a absolument aucune rationalité, comme dans le racisme, c'est une espèce de suite de boogie-booga qui finit par donner un sentiment de rejet, mais si vous commencez à décrire, c'est souvent quand même gavé de préjugés et de bêtises. Donc juste de décrire d'un point de vue absurde, ça permet de faire tomber quelque part ce château de cartes de l'antisémitisme et du racisme. Donc oui, moi je trouve ça important, et on a cette arme-là, cette arme de destruction massive qui est le rire. Le rire réussit peut faire tout basculer, et c'est vrai que c'est quelque chose que je disais dans Rominis à des mois et que je maintiens, c'est quand même pas un hasard si toutes les tyrannies, toutes les dictatures interdisent le rire. C'est pas rien, le rire est libérateur. Le rire, c'est un pied de nez au sérieux, aux institutions, à ce qui est immobile. Le rire, c'est mouvement. Donc c'est pas pour rien que c'est très compliqué de rire sous une dictature. Les rues des pays dictatoriaux sont des rues extrêmement silencieuses. Et c'est pas pour rien qu'on se méfie autant du rire. Et là, ça m'avait fait rire il y a pas très longtemps. Enfin, ça m'avait fait rire avec des larmes de sang, mais c'était le vice-premier ministre de Turquie,
il y a 4-5 ans, même pas moins, mon livre était déjà sorti, donc il y a 3 ans, qui avait demandé aux femmes d'éviter de rire de trop haute voix, parce que c'était déshonorant. Donc c'est extraordinaire. Moi, un type, il dit ça, mais moi je lui dis, mais mesdames, sortons dans la rue et éclatons de rire. Mhm. Parce que si ça, c'est déshonorant, mais faisons-en notre porte-drapeau. Donc voilà, donc on a quand même des armes, et des armes qui sont pas des armes qui tuent, mais des armes qui peuvent faire s'écrouler le château. Parce que ce n'est que le racisme, l'antisémitisme, le sexisme, et tous les rejets de l'autre, c'est une base absurde. Il n'y a absolument rien de rationnel. Il faut le démonter, et le démonter en riant, Mhm. c'est efficace. Est-ce que c'est ce que vous avez pris de la culture française? Dans votre livre, vous le disiez d'ailleurs, en fait, la France, c'est justement, comme dans les valseuses, en fait, prendre... À poil et en fait. voilà, et voilà, et prendre tout par l'absurde pour pouvoir... c'est votre partie En tout cas, c'est ce que d'intégration française, entre autres il y a ou... certainement, alors il y a beaucoup d'ironie aussi Mm. en Iran. Il y a ce livre magnifique, alors je suis incapable de me rappeler le nom de l'auteur, qui est interminable et j'ai beaucoup de mal à prononcer, mais qui est un livre qui a été traduit en iranien, qui s'appelle Mon oncle Napoléon, et qui se passe, qui est un best-seller qui continue à se vendre comme des petits pains, que tout Iranien normalement constitué a lu. C'est absolument extraordinaire, et c'est un grand-père, un patriarche d'une famille iranienne, qui se prend pour Napoléon, vraiment, qui a une fascination pour Napoléon. C'est d'un humour extraordinaire, avec des personnages mais fabuleux. Effectivement, dans ma culture d'origine, dans la culture iranienne, il y a aussi ce rire libérateur, parce que fut un temps où les mollahs n'existaient pas, ils n'étaient pas au pouvoir, et c'est vrai que la culture pré-révolution, avant 79, c'était, alors oui, il y avait évidemment toujours beaucoup de sérieux, de staliniens, d'islamistes, qui écrivaient des trucs très doctrinaires et tout, mais il y avait aussi une littérature extrêmement joyeuse, extrêmement absurde. Mais oui, je pense que ce que j'ai attrapé dans la culture française comme un virus, c'était aussi cette espèce de capacité, que ce soit dans le cinéma et tout, effectivement, de ce regard de pas de côté, cette espèce de léger décalage qui permet de regarder le même événement, mais autrement. C'est les lunettes de la sociologie de Durkheim. C'est on regarde autrement, il suffit de changer de lunettes et le même événement prend une autre forme. Et c'est vrai aussi, je reviens toujours au Marquis de Sade, mais le texte que j'ai mis en exergue de Romini Sade et moi, du Marquis de Sade dans la philosophie dans le boudoir, français encore un effort pour être républicain, c'est de dire regardez les religieux comme des comédiens sur une scène de théâtre, n'essayez pas de les tuer, regardez-les en riant et ils tomberont d'eux-mêmes. Donc c'est quand même une longue. Et puis pardon, on est aussi dans le pays de Rabelais. Et Rabelais utilisait énormément le rire pour faire passer énormément de choses. Donc oui, je pense que c'est important. Oui. Ça va être un des virus français que j'ai attrapé enfant, oui. Ouais. Mais il y a tout de même chose, et ça, c'est ça qui est très bien en fait aussi dans cette partie d'exilé, et que vous montrez aussi, c'est que un exilé, ça a aussi toujours quelque chose à apporter au pays qui lui apporte aussi l'accueil et une sécurité et autres, et d'autres choses, qui lui apportent aussi une culture, un savoir. Après tout, cet échange qui permet de faire, comme l'autre membre de la famille le dit, c'est cette fête avant Noël, c'est voilà l'ancêtre de Noël, c'est faire connaître surtout la culture, et vous le rappelez, et d'autres auteurs iraniens, et iraniennes surtout, je pense à des Chadrol Javan et autres, qui sont très riches là-dessus, n'hésite pas à rappeler justement cette riche culture persane, voilà, qu'il y a eu, voilà, qui a été muselé un peu, mais pas totalement par l'islam des mollahs et tout ça, et presque inspiré l'Occident d'aujourd'hui en fait. C'est depuis plus de 4000 ans, tous les 21 décembre, tous les Iraniens posent une étoile sur tous les sapins possibles et imaginables sur le territoire iranien. Ce qui vient quand même directement inspirer Noël, comme pour justement c'est pas ce soir-là, c'est le dernier mercredi de l'année, qui est la fête du feu, qui est une fête très importante en Iran, qui est une semaine avant le Nouvel An, qui se déroule donc au moment de l'équinoxe du printemps, donc du 20-21 mars, une semaine avant. Les enfants soit se déguisent, soit pas, mais on leur donne des grands sacs, ils ont des louches et ils vont frapper chez les voisins pour réclamer des amandes, des pistaches, etc. Ce qui ressemble furieusement à Halloween avec les bonbons. Et ça, c'est une fête qui a plus de 4500 ans. Donc c'est aussi une manière de se rappeler
que pas forcément de dire mais regardez comment elle est géniale la culture iranienne. Je veux dire, n'importe quelle culture est géniale pour peu qu'on prenne le peu de s'y intéresser. C'est davantage de rappeler que nous sommes tous issus d'un syncrétisme, que Jésus n'est certainement pas né le 24, qu'il est certainement soit né en septembre, soit en février, je pense d'ailleurs, j'en pense plus au février, mais comme c'était la fête religieuse la plus connue de l'époque, eh ben, on a fait coïncider la naissance de Jésus au 24 pour concurrencer la fête zoroastrienne qui était chaque matin. Mais tout ça même le personnage messianique est pris de Zoroastre. On est c'est le premier, considéré comme un premier monothéisme. Donc, d'accepter l'idée que nous sommes, notre culture est commune, notre culture humaine est commune et que nous sommes tous issus du même syncrétisme. Je veux dire, c'est drôle. Si vous lisez le livre des rois de Nézami, qui est le livre dont je me suis... J'allais chercher les contes persans, qui est un peu comme la mythologie grecque, et effectivement, il y a énormément de ponts entre toutes ces cultures-là, mais les Grecs et les Persans sont faits l'ailleurs. On a partagé nos dolmens, nos feuilles de vigne farcies. On a énormément d'aliments, de cuisine qui se ressemblent. Et c'est vrai que quand je me retrouve avec des amis d'origine grecque, on se marre parce qu'on a énormément de points culinaires communs, on a énormément de points de culture commune. C'est fascinant. Et se rendre compte de ça, je pense que ça pas seulement de la paresse, c'est aussi qu'il y a une curiosité à développer. Je veux dire, si vous voulez vous débarrasser de vos préjugés, oui, il faut faire un effort. Nous sommes tous pétris de préjugés. Et je pense qu'on gagnerait tous, parce que au fait, c'est pas pour faire du mal aux autres qu'on veut la débarrasser des préjugés, c'est qu'on s'en leste et qu'on devient plus léger et plus heureux. En fait, il n'y a rien qui rend plus malheureux que les préjugés, parce que ça vous coince dans un univers mental où vous tournez en rond. Et la curiosité permet d'ouvrir des portes, des fenêtres, et un peu de sortir ça. Et a priori, je pense d'un point de vue psychanalytique, c'est ça qui rend heureux. Et moi, j'adore découvrir. C'est vrai que ça a été... après, c'est un pari qu'on fait, hein, mais c'était... Gamine, je trouvais ça fascinant d'un premier de trouver les points communs. Quand j'ai vu la première fois le sapin de Noël, bon, on faisait déjà Noël en Iran, mais j'étais persuadée quelque part que c'était un truc iranien, mais quand j'ai vu qu'il y avait aussi des sapins partout, je me suis dit putain, mais c'est comme à la maison, c'est rien, c'est des petits détails, mais après si on creuse, on se rend compte que bah non, en fait, il y a une vraie histoire derrière ça. Mais je pense, voilà, le but étant d'ouvrir un maximum de portes et de fenêtres pour pouvoir se sentir plus libre. Alors, est-ce que réussir son exil, si tant est-il qu'il puisse être possible, voilà, est-ce que c'est peut-être réussir à s'ouvrir enfin vers la culture qui accueille, voir les ponts, plutôt que de se dire voilà, je veux vivre que comme chez moi, comme c'est le cas de cette famille en fait, parce que ils vivent entre quatre murs, il est hors de question de voir autre chose que ce qu'il y avait chez eux, et voilà, et tous les personnages en fait sont bloqués, sont totalement voilà. Et est-ce que réussir son exil, c'est on le réussit le jour où on a compris qu'on avait plus à gagner à apprendre et du pays qui nous accueille en apportant sa propre part pour dire regardez ce qui nous relie aussi, parce que moi aussi j'ai ça, et puis finalement on a ces choses communes que plutôt peut-être certains réussir leur exil c'est faire fortune et aller racheter chez eux pour devenir à leur tour des grands patrons. Je crois que les voies de l'exil sont impénétrables et que, quelque part, comme pour tout, hein, les humains font comme ils peuvent. Après, je reste persuadée pas que déjà ça peut être qu'une richesse, puisqu'on est là, autant comprendre où on est tombé et savoir ce qu'on peut en faire. Après, je comprends tout à fait, vu l'état de perte, de repères, la déstabilisation, le tragique parfois que constitue l'exil, qu'on puisse éprouver le besoin, vous voyez, de reconstituer artificiellement le pays d'origine dans le pays d'adoption. Et c'est vrai, par exemple, pour la communauté iranienne, qui est celle que je connais, elle s'est très vite regroupée et en gardant, j'allais dire, ses habitudes, parce qu'à peu près tout le monde s'est exilé en même temps, à garder ça. Et c'est vrai que si vous allez dans le 15e arrondissement de Paris, vous avez une rue qui est la rue des Iraniens. Moi, je l'appelle, je dis souvent quand je vais là-bas que je vais en Iranie. Vous avez des épiceries, des restaurants, et vraiment, c'est un espèce d'Iran reconstitué. Après, je vais vous dire, moi, j'en sais rien, parce que mes parents ont fait le choix de l'inconnu. C'est là aussi où je dis chacun fait comme il peut. Ils se sont dit, bon bah puisqu'on est là, ça sert à rien de continuer à fréquenter ces tyrans qui n'existaient plus et qui n'est que reconstitué artificiellement. Donc nous on fait le choix
de fréquenter d'autres gens. Donc en l'occurrence, les gens qui avaient les amis que je me faisais, les parents. Donc c'est vrai qu'en plus, étant dans le 11e, ça donnait un patchwork merveilleux, quoi. Je veux dire, tous les soirs dans la semaine, on mangeait une nourriture différente. Le lundi, on mangeait chez des amis maliens. Le mardi, on mangeait chez des amis portugais. Le dimanche, après la messe, on allait chez des amis espagnols. Le vendredi soir, on faisait Shabbat. C'était merveilleux. Donc eux, ils ont fait ce choix-là, mais d'autres amis de mes parents ont fait le choix de continuer de vivre dans la communauté iranienne. Leurs enfants sont allés à l'école. Bon, c'est un autre choix. Moi, je pense toujours qu'on gagne à aller à regarder ailleurs et qu'effectivement, c'est plus... Mais je ne pourrais pas poser un jugement de valeur sur, sur l'exilé qui n'y arrive pas ou qui ne veut pas ou qui serait trop malheureux si on le détache de son rythme iranien ou de son rythme du pays natal. Mais je trouve que ça fait, après voilà, d'un point de vue tout à fait personnel, sans porter de jugement, je trouve que ça fait des gens un peu plus malheureux. Parce que du coup, on est là. Donc autant regarder ce qui s'y passe et essayer de comprendre, et ça peut être qu'une richesse, quoi. Mais si on fait le choix, je trouve ça d'une dommage, mais surtout, je trouve ça tellement plus enrichissant d'aller regarder les autres. Et puis en plus, en France, on a quand même une terre d'immigration où il y a énormément de couches, donc on peut, les Français ont beaucoup d'origines, donc ça permet en plus à chaque fois, et puis c'est vrai quand vous vous déplacez en France, chaque région a ses contes, a ses spécificités, c'est absolument fascinant, quoi. Vous allez de la Savoie en Bretagne, et déjà Bretagne Nord-Sud, c'est pas la même histoire, mais c'est quand même super fascinant, donc. Mais après pour ça, il faut être doté d'une sacrée curiosité, et c'est vrai que l'exil est assez déstabilisant pour vous en faire perdre la curiosité, c'est vrai, c'est un état, ça reste un état douloureux. Après, certains s'en sortent, d'autres pas, et ça, c'est la grande injustice qui vaut pour tout. Oui. Mais on dirait que Chérine, elle, justement, elle n'en tire quelque part que profit. Et parce qu'en fait, on a l'impression que dès son enfance, en fait, on a l'impression que c'est... Moi, j'ai senti comme déjà une exilée de toujours. Déjà, elle aime les vêtements kurdes, elle se sent kurde. Voilà, c'est tout de suite... donc vrai. déjà, en fait, à aucun moment, elle ne se sent purement iranienne. Ouais, elle est... pour ça, peut-être qu'elle arrive mieux à accepter. Mais c'est vrai que j'avais choisi de lui donner ce visage où elle physiquement à la base, je voulais que mon personnage soit déjà en décalage, en quelque part déjà en exil dans sa propre famille, parce qu'elle ne ressemble pas à sa mère et ses tantes. Et elle vient son père venant du nord de l'Iran, elle a récolté les cheveux blonds et l'absence de sourcils, ce qui est absolument scandaleux. Parce qu'effectivement, en Iran, il n'y a pas d'expression pour dire à une femme, vous avez de beaux yeux. C'est vos yeux et vos sourcils sont bons. C'est tout le paquet va ensemble, quoi. Pas possible des yeux tout seuls, ça n'existe pas. Donc déjà, il y a une espèce de complexe. Et déjà, effectivement, ce physique qui ne ressemble pas, qui n'est pas relié à celui de ses tantes, la met déjà de côté. Donc c'est vrai que mon personnage, quelque part, je l'ai construit comme étant tout le temps en décalage. Ce qui me permettait aussi, au moment de l'exil, de lui faire regarder autrement. Donc c'est vraiment une bonne technique littéraire qui permet c'est toujours plus intéressant, c'est le poisson hors de l'eau, d'avoir un regard décalé à l'intérieur, parce qu'une famille étant fermée, c'est vraiment le petit espion, elle voit tout différemment. Mais oui, c'est vrai. Mais elle n'est pas forcément, parce qu'elle a beaucoup de malheur, cet enfant puis cette adolescence, il y a une souffrance, il ne faut pas la nier, mais elle fait le choix du désir, nous sommes tous des êtres de désir, mais elle fait le choix vraiment du désir opposée à la nostalgie. Elle se dit, l'Iran reconstitué artificiellement, non. Oublier totalement l'Iran, de toute façon, on ne me laissera pas faire, donc autant accepter aussi ce que j'ai d'Iranien. Et finalement, elle accepte cette chose d'avoir le cul entre deux chaises, et qu'elle se dit, tout ce que j'ai d'Iranien est imprégné de France, tout ce que j'ai de français, l'Iran lui est passé dessus, donc au final, ma place sera toujours celui-là. Mais je me dis, si nous sommes des êtres des désirs, le fait d'être entre deux, c'est exactement le lieu du désir. C'est le clair-obscur, c'est l'ambiguïté, c'est le jamais tout à fait inachevé. C'est vraiment ça, cette espèce de clair-obscur. Et tant pis, il y aura toujours la douleur d'être coincé entre un souvenir qui est celui du pays natal et un espoir, celui d'intégrer le pays nouveau. Et à un moment, force est de constater que ça n'arrivera jamais et qu'elle sera toute sa vie s'est exilé, coincé entre ces deux cultures. Mais après réflexion, mais est-ce que c'est pas le plus beau pays du monde, l'exil? Franchement. La terre de l'exil, oui. C'est une terre qui est très accueillante et qui a peu besoin de papier. C'est juste, vous êtes là parce que vous n'avez pas d'ailleurs. Et je trouve ça plutôt beau. En tout cas, moi, j'ai choisi de le voir comme quelque chose de positif parce que c'est assez douloureux.
même si enfin, vous n'avez pas besoin d'être exilé pour avoir une vie malheureuse ou douloureuse. Mais en tout cas, voilà, l'exil étant là, il faut bien faire un choix. Et la vie est trop courte pour pas faire le choix du rire et de la joie, je me dis. Alors justement, cette Chirine, elle vous ressemble beaucoup. Plus ou moins, pas en Ouais, tout. enfin, en certains points. C'est vrai que j'ai noté aussi que certains confrères et consoeurs rappellent que, bon, justement, vous n'indiquez pas quelle année 1980 quelque chose, mais Oui. pareil, vous ne finissez jamais la date, Non, même 1960 quelque chose, ouais, il y a toujours 3 points de suspension. c'est vrai, je voulais Mais, garder dans le flou de la fiction. ouais, et pourtant, vous donnez des éléments historiques Oui. datables, parfaitement, Bah, ça, c'est le lecteur de faire, de faire la recherche. Oui, parce que dès qu'on a la date, je trouve, après c'est un choix, alors peut-être dans le prochain j'aurai des dates très précises, mais je trouve que voilà, garder un espèce de flou sur les dates, et comme je raconte les événements, vraiment on est censé se souvenir, c'est pas tant qu'il faut retenir la... J'aurais mis les dates en entier, je trouve que ça attire trop l'attention. Là on est obligé de se faire un effort, mais attends, mais oui, c'était quand Chirac, c'était ces attentats-là et tout, j'utilise pas action directe et tout, je fais pas de... Je trouvais ça important. Parce qu'en plus ça venait d'une enfant, et que c'est l'enfant, c'est toujours cette espèce de brouillard. Ouais. Et je l'ai gardé dans l'écriture. Je voulais vraiment que le roman ressemble à ce que je raconte et ressemble à mon héroïne. Et donc c'était important dans toute cette partie-là, qui est comme un espèce de brouillard quand elle est enfant, qui s'affine quand elle devient adolescente. Et c'est vrai que les dates aident pour ça. Et voilà, j'aime pas, après ça aurait été trop... si on a eu trop de dates, telle année il se passe ça, et c'est vrai que ça a été... entre 83 et en gros 90, à la chute du mur de Berlin, c'est une période non mais très riche, hein, fascinant, et je me dis c'était assez amusant de le traiter comme ça. C'est vraiment un choix littéraire qui m'a Et beaucoup... c'est vrai que quand on y repense, c'est vrai que quand on se rappelle de quelque chose, on dit tiens, c'est l'époque où il y avait ça. Plus que Exactement. tout de suite, je sais tout de La suite date, quelle voilà. année ou. Souvent c'est un espèce de ressenti, tu te souviens, c'est l'année de... Ouais. Et alors ça peut être un truc perso, l'année où j'ai passé mon bac, ou si... Mais non, c'était l'année où tu sais, on allait voir ce spectacle. Et voilà, j'ai essayé On que allait ça voir tel ressemble. film, voilà C'est ça. aussi, Moi je trouve que ça avec les ressemble à Laurence la d'Arabie. manière, voilà. Oui. J'avais envie d'avoir que le lecteur se dise ah mais oui bien sûr c'était l'année où. Voilà. C'est ça. Mais en tout cas, pour revenir, oui, donc beaucoup de mes confrères et consoeurs ont vu, bon, allez, c'est 85, c'est l'arrivée justement de Abdou Chelmani en France, donc c'est elle. C'est vrai. Alors voilà, est-ce que. Alors, et comme je dis, il y a un certain nombre de points où on se dit qu'on retrouve un peu aussi par rapport à Romini Sade et moi dans votre personnalité, qu'on retrouve justement chez votre personnage. Il y a cette ouverture justement vers l'autre, justement, tout ça. Il y a le fait de ne pas ressembler typiquement à une iranienne. Vos sourcils sont pas très épais non plus, quoi. Non mais ils sont là. Ils sont là. Mais alors, justement, ce personnage de Chirine, vous l'avez composé comment? Vous êtes inspiré quand même un peu de vous. De toute façon, il y a toujours une part de soi. Comment vous est venue, en fait, Chirine? Est-ce que d'abord, elle était là avant l'ensemble de l'histoire? Ou est-ce que vous avez décidé, après, parce que en plus vous choisissez le jeu, est-ce que c'est par le choix de la forme narrative que vous avez décidé de créer ce personnage, d'articuler autour? Alors le jeu c'est que moi je commence toujours par les personnages et c'est vrai que je voulais que ce soit un jeu féminin parce que c'était le premier roman et que je me suis dit autant faire un maximum pour me sentir à l'aise. Et non, je commence toujours par le personnage. Donc j'ai commencé par le fait qu'elle avait ce physique différent qui l'a dérelié de 7 ans, donc ça donnait déjà un personnage à part, et petit à petit j'ai brodé. Après je trouve que Azile Erdogan, l'écrivain turc, le dit très bien, il dit qu'un premier roman c'est la somme des traumas. Et donc autant je pense qu'effectivement elle a tout à fait raison, même inconsciemment tous mes traumas sont dans ce premier roman. Après moi je me suis vraiment, alors là j'ai mis des morceaux de moi, enfin en tout cas c'est comme ça que j'ai démarché dans tous les personnages. C'est vrai que Chirine me fait qu'elle soit arrivée en France au même âge que moi, etc. On peut se dire, mais alors vraiment s'il y a un personnage dans lequel je me reconnaîtrais plus, ça serait le personnage d'Anna. C'est que d'un point de vue intellectuel, j'ai mis dans la bouche d'Anna énormément de choses avec ses et alors qui me ressemblent beaucoup plus furieusement qu'à Chirine. Alors, c'est très amusant parce qu'effectivement la solution de facilité, ce qui est normal, elle a le même âge que moi quand je suis arrivée, elle a une espèce de personnalité grande gueule qui fait beaucoup de bruit, ce qui est mon cas aussi, mais j'étais pas du tout, et d'ailleurs heureusement parce qu'au moment où je l'écrivais, si j'étais en train de m'écrire,
ça aurait été plus compliqué. Là, comme pour tous les autres, c'était des personnages, donc quelque part j'avais entière liberté, et c'est dans ces moments-là que c'est des personnages qui décident à votre place, quoi. Mhm. Il y a plein de choses où c'est venu, j'allais dire, voilà, dans le cours du récit, pendant qu'on est en train d'écrire, il y a quelque chose qui s'impose, parce que si le personnage est bien construit, c'est le personnage qui vous parle. Et donc là, le personnage m'a énormément nourri et commence à avoir sa propre vie. Mais j'ai pas le sentiment, parce qu'en plus, d'autant plus, que c'est pas du tout par pudeur, puisque Proménissade et moi est un jeu assumé, réel. Donc voilà, j'éprouvais pas le besoin de faire quelque chose de biographique, mais par contre, inévitablement, on met de soi, des morceaux de soi dans tous les personnages. Mais c'est vrai que si on a une où je pourrais, parce qu'il y a des trucs où je suis pas d'accord avec Chérine, par contre, c'est vrai que Anna, tout le passage des discussions entre le personnage du père et Anna, c'est quelque chose, voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je partage avec ce personnage-là d'une manière très forte. Parce qu'il y a un autre élément qui fait penser que c'est beaucoup de vous dans Chérine, c'est le fait que vous parlez d'une mère, justement, Chérine aime énormément sa mère, et en fait, c'est parce qu'elle l'aime énormément qu'en fait, elle est déçue de la voir avec autant de quelque part de défauts, bien sûr. voilà, et de faiblesses, surtout plus que des défauts. La maman a dit faiblesse, en fait, plus que des défauts. Ah non, mais Et en plus, et à côté de ça, le livre, quand même, est dédié à votre mère. Donc, c'est vrai qu'on se dit, voilà. Ah, c'est vrai, il y a de quoi, il y a beaucoup de. Mais le premier était dédié à mon père. Voilà. Mais c'est vrai que là, non, je l'ai dédié à ma mère parce que c'est un livre énormément de femmes, parce qu'il y a énormément de personnages féminins, et des personnages féminins forts, pas forcément positifs, mais en tout cas puissantes. Et je trouvais que c'était effectivement, c'était le livre de ma mère, quoi. Dans le sens où le livre, d'ailleurs, de toutes les mères et de toutes les femmes qui ont dû subir et qui ont continué à maintenir la magie quand il n'y en avait plus. Après, c'est vrai que la chose que j'ai pris là de ma vraie mère, que j'ai mis dans ce roman, c'est effectivement cette magie des mains que moi j'ai pas du tout et qui me fascine, de ces femmes. Enfin, ma mère est capable de tout retaper, de tout coudre. De faire une table avec de... C'est vrai que j'en parlais avec d'autres auteurs, c'est vrai, on a cette génération de mères, des femmes qui aujourd'hui ont 70 ans, 75 ans, c'est des femmes qui savaient énormément de faire des choses avec leurs mains. Parce qu'elles n'avaient pas le choix, elles faisaient elles-mêmes leurs robes. Vous voyez, c'est quand même toute une culture qui a complètement disparu. Maintenant, les vêtements sont si peu chers que vous n'avez plus besoin limite, ça vous coûterait plus cher de les coudre. Mais ça vient de cette génération-là aussi, de femmes qui savaient tout faire et qui maintenaient coûte que coûte, quelque part, une espèce d'enchantement de l'enfance. Après, est-ce que non, c'est pas du tout, enfin j'allais dire, c'est pas du tout ma mère, parce que je l'ai brodée, quoi. J'ai pris cette base-là, voilà, pour le personnage de la mère. J'ai envie de décrire des mains magiques, j'ai envie d'un personnage qui est capable de transformer toute laideur en beauté. Et voilà, je suis partie de là. Et après, j'ai imaginé, et voilà, ce que ça pourrait donner. Et comme je savais que le tout petit frère allait venger tout le monde, fallait bien qu'il ait une raison de venger. Donc il fallait que ça soit l'humiliation subie par la mère. Et voilà, ça me permettait énormément de choses narratives aussi. Parce que plus les personnages, alors là, encore une fois, c'est totalement personnel, plus les personnages sont, j'allais dire, exagérés, marqués, enfin, plus on peut rentrer dedans. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que les personnages hyper réalistes, où tout est, vous savez, parfaitement défini, où il n'y a pas plusieurs portes d'entrée, et parfois, voilà, on peut rester à la porte d'un roman parce qu'on n'arrive pas à se reconnaître dans le personnage. Moi, j'aime le réalisme magique. J'aime Paul Auster, j'aime Johnny Irving, j'aime Gabriel Garcia Marquez, j'aime Fuentes, j'aime ces livres-là qui sont l'espèce de... ou La Maison aux Esprits d'Isabelle Allende. C'est quand même toute une culture, je dirais, exagérée, c'est baroque, ça part dans tous les sens, et pourtant, il n'y a absolument rien de plus humain que ces digressions comme on a tous dans nos vies, quoi. Et ce sont des auteurs de nombreux horizons encore. Ah oui, toujours. Ah mais là, merci la politique éditoriale française quand même, parce que en apprenant la langue française, moi ce que j'ai ouvert, c'est 1000 portes vers le monde. Tout est traduit, mais d'ailleurs la boucle est totalement bouclée, puisqu'au moment où j'ai commencé Les Exilés me récit d'amour, j'avais besoin d'aller me faire des recherches sur ma culture d'origine, de lire le livre des rois, d'aller chercher les mythes, les contes zoufis, de me réintéresser au zoroastrisme. Et j'étais là, la première chose qu'on fait, c'est d'aller chercher les traductions. Sinon, effectivement, vu que je n'écris plus et que je ne lis pas le persan, mon père aurait dû me faire la lecture, ou ma mère, ils auraient dû se relayer. Et alors, du coup, je vais un peu angoissée, voir s'il y a des traductions, et tout est traduit. Donc la boucle est bouclée, je fais un retour à ma culture d'origine avec ma langue d'adoption.
et on ne saura jamais applaudir à quel point la littérature est présente en France, et pas seulement la littérature française. Je veux dire, c'est merveilleux. Moi, j'ai lu tous les Russes en français, j'adore le roman, et c'est vrai que là, avec cette rentrée littéraire, mais quel bonheur, je suis en train de lire Asta de Stephenson, là, qui est sorti chez Grasset, traduit de l'islandais, c'est magnifique. Et c'est vrai que c'est une grande richesse en France de nombreux auteurs. Totalement. Le Goncourt, en fait, a aussi son prix livre étranger. Donc voilà, C'est Renaudot, très c'est... important. Et il y a une vraie politique de traduction Mhm. qui nous donne un accès au monde. Donc moi, il n'y a pas... c'est l'un des rares pays où vraiment il y a tellement de traductions, quoi. On a tout à portée de main, c'est merveilleux. Et je le sais d'autant plus, c'est drôle. C'est à chaque fois que j'entends mon père et ses amis, ou ma mère et ses amis, à des dîners, parler de littérature, il y a toujours « Ah oui, mais ça n'a pas été traduit en persan ». Vous voyez ce que je veux dire? C'est une phrase qui revient souvent. Et ah non, ça, oui, ça a été traduit, ça. Romain Gary était bien traduit. Par contre, je ne sais plus qui n'a jamais été traduit. Ah oui, c'était dommage. Donc, beaucoup se mettaient à l'anglais ou au français pour avoir accès à la littérature étrangère. Mhm. Et là, vous, en plus, ces choses là que je trouve très intéressantes, c'est que vous revenez à vos racines par la langue d'adoption. C'est ça. Comment vous l'avez vécu? Est-ce que ça vous Ah, a... c'était magique. Ah bah non, oui. la boucle était bouclée. J'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé que c'était, voilà, ça, quelque part, tout prenait sens. Oui. Vous l'avez redécouverte un peu ou... Ah oui, complètement. Oui. J'avais des notions, mais là, j'ai adoré quand j'ai lu le livre des rois, que je connaissais des mythes et tout. Hein. Je savais le prénom Chirine, il y a 2-3 personnages, le guerrier Rostam, le Simorgue, l'oiseau mythologique qui pratique la première césarienne de l'histoire, quand même écrite. C'est quand même fabuleux. Mais là, de le lire en entier, et en plus, évidemment, ça prend une autre saveur, une autre dimension quand vous lisez ça dans le but d'écrire un roman. C'est écrire étant vraiment au-delà d'une vraie passion, c'est vrai que c'était réjouissant. C'était réjouissant, forcément un chouïa ironique, de toute façon je ne peux pas m'empêcher de mettre du rire, mais c'était surtout la boucle est bouclée, c'était extrêmement réjouissant. Et est-ce que c'est... Parce que là j'y pense, c'est vrai par rapport à ça, ce que vous me dites, est-ce que c'est un peu ça qui vous a poussé à mettre un peu, au début de certains chapitres, un peu l'histoire de certains de ces personnages, justement originales, en français, en italique, donc voilà, c'est pas assez comme à part dans le livre, est-ce que c'est remettre de votre culture, repartager, ou parce que ça vous a profondément marqué peut-être, que vous avez eu envie de les rajouter, ou est-ce que vous aviez déjà pensé les mettre? C'était dès le début, c'est que je voulais vraiment que le roman et la forme du roman ressemble à mon personnage. Et ce qui définit mon personnage, c'est qu'elle a la gueule de l'exil et le cœur du pays natal. Et je me disais, mais comment je vais pouvoir, dans la forme, montrer ça? Et je m'étais dit, mais si j'utilise, et j'avais envie, parce que j'avais envie que l'histoire, quand elle découvre l'histoire de sa famille, dans la deuxième partie, donc du passé familial et donc du déterminisme qui pourrait s'abattre sur elle terriblement, j'avais envie de l'écrire comme un conte. Et donc de le mettre en italique et d'avoir ce côté où les personnages n'ont pas de nom, ils n'ont que des surnoms, l'ardente, la rousse. Je trouvais ça déjà follement amusant. Mais je ne vais pas mettre ça pile au milieu. Et tout dans cette idée-là, comment faire pour que la forme du roman ressemble à mon personnage, je m'étais dit, mais il me faut des bouts d'Iran. Et effectivement, tous les contes soufis, ceux qui sont réels et ceux que j'ai inventés sur le même modèle, c'est vraiment ça, c'est des bouts d'Iran. C'est vraiment des bouts d'Iran qui sont accrochés à la France, quoi. Et effectivement, voilà, et d'où le fait que les prénoms, je les avais choisis en conséquence aussi, pour pouvoir le raconter. Oui, c'est ce qu'on se dit, quand on voit ceci apparaître, l'histoire de Chirine en italique, on se dit, ben voilà, oui, c'est ça. Non, mais voilà pourquoi. C'est exactement, c'est des bouts d'Iran qui sont là, dans le destin français de ce personnage, et je trouvais que c'était une jolie manière de dire le métissage. Peut-être dernière question, parce que c'est vrai que j'aurais personnellement des milliers de questions à... Voilà, et quand... Mais justement, dernière question, voilà, pour l'instant vous êtes rendu à 2 livres, on parlait de fait que les choses sont traduites. Est-ce que vous songez à ce qu'un jour aider à une traduction en persan, voilà? J'adorerais. Et c'est pas encore du tout d'actualité. L'Iran ne traduira jamais ces livres-là, pour l'instant. Mais justement, sur Manteau, il y en a qui traduisent des fois, qui prennent le risque. Je ne suis pas au courant. Je sais que le livre a un peu circulé en Iran, Khomeini ça des mois, parce qu'il avait été traduit en anglais. Je sais qu'il a un peu circulé.
Mais voilà, faut pas. Là effectivement, Ouais. en persan, j'ai eu aucune nouvelle. Ouais, Mais ça serait extrêmement, encore une fois, ironique, oui. d'origine iranienne traduit en persan, parce que moi je pourrais pas participer à la traduction. Mais je trouve ça, oui, ça Mhm. serait. Bah, en tout cas, si ça arrive, ça voudrait dire que le régime des mollahs est tombé en Iran, et ça serait une excellente nouvelle, oui. Ouais, C'est très vrai. bien. Ben, je vous remercie C'est pour moi ce qui vous moment. remercie. Et Merci puis beaucoup. merci pour presque, j'ai dire, c'est une folie, mais c'est une folie, le génie de la folie, justement, et Merci cette beaucoup. créativité et ce refus du conformisme qui Merci. fait qu'on a toujours plaisir à vous lire, en tout cas. C'est adorable. Merci Merci. beaucoup. Merci.